Georges Ibrahim Abdallah quitte la salle d'audience de la cour d'assises de Paris. Auparavant, il dénonce pendant plus d'une heure, en tant que combattant arabe, le rôle des États-Unis au Proche-Orient. Indignation du président Mitterrand après les accusations de responsables du RPR sur l'amnistie dont avait bénéficié le chef d'Action Directe Jean-Marc Rouillant. Le chef de l'État dénonce une polémique basse et indigne. La CNCL a choisi pour la 5 Robert Hersant, allié à Silvio Berlusconi, et pour la 6 le projet conduit par les luxembourgeois de la CLT. Aujourd'hui, lundi 23 février 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban, Marcel Fontaine et Marcel Carton. Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Le chef présumé des fractions armées révolutionnaires libanaises, Georges Ibrahim Abdallah, est arrivé à 13 h devant les 7 magistrats composant exclusivement la cour d'assises de Paris pour ce procès. Georges Ibrahim Abdallah est accusé de complicité d'assassinat, de complicité de tentative d'assassinat, notamment pour la mort du militaire américain Charles Robert Ray en janvier 82, du secrétaire d'ambassade israélien Bar Simantov en avril 82 et de la tentative contre le consul général des États-Unis à Strasbourg en mars 84. Pas de caméra à l'intérieur de la salle d'audience pour ce procès exceptionnel qui doit durer jusqu'au 3 mars, mais à l'extérieur du palais de justice, des mesures de sécurité impressionnantes. Commentaire Patrice Pellet. Pistolet, mitrailleur à la hanche, des chiens, on cherche des explosifs, tension au quai des Orfèvres, on attend l'arrivée de Georges Ibrahim Abdallah. Pour ouvrir et fermer le convoi à l'élite de la police, GIGN et les hommes du raid, Abdallah est là, dans ce car bleu. Silence absolu, ça n'aura duré qu'une minute. Les portes se referment. Dans quelques instants, le procès Abdallah pourra commencer. Dès l'ouverture du procès, Georges Ibrahim Abdallah a longuement interpellé les juges et l'avocat de la partie civile représentant les victimes américaines. Puis, il a choisi de quitter la salle. Compte rendu d'audience, Paul Lefebvre. Je suis un combattant arabe, vêtu d'une parka marron, la chevelure et la barbe toujours aussi fournies, la voix claire et le regard très vif. Georges Ibrahim Abdallah a donné le ton tout de suite en refusant de répondre à l'interrogatoire d'identité. En réalité, il était venu pour faire sa déclaration, il l'a faite, puis il est parti. Il est parti en laissant toutefois son avocat, maître Jacques Vergès, libre d'intervenir ou non dans le débat. En somme, le jeu d'Abdallah est clair, il a obtenu en venant sa tribune politique, puis absent, il évite de répondre aux questions précises sur les actes qu'on lui reproche. Le procès continue donc, mais sauf retour imprévu d'Abdallah, le seul intérêt majeur maintenant sera le verdict de la cour d'assises spéciale. L'absence d'Abdallah procède de sa logique. Je n'ai pas commis, dit-il, les actes qu'on m'impute, mais je suis fier d'en être accusé. J'en assume la légitimité face à la légitimité criminelle des bourreaux de mon peuple que vous représentez. À l'évidence, Abdallah, comme il l'a déjà fait à Lyon, se considère comme un combattant qu'on accuse de terrorisme parce qu'il refuse de respecter les règles du jeu des démocraties occidentales qu'il accuse à son tour, lui, d'être les ennemis de son peuple. D'où la phrase terrible, tant qu'il n'y aura pas de paix pour notre peuple arabe, il n'y aura pas de paix pour personne et nulle part. Le dialogue est donc impossible et personne de bonne foi ne pensait qu'il le fût. Il y a quelques minutes, Georges Ibrahim Abdallah a été transféré de nouveau à partir du palais de justice, est en effet resté gardé au dépôt du palais de justice jusqu'à la fin de l'audience. Et puis dans ce fourgon cellulaire, Georges Ibrahim Abdallah a été transféré vers une prison de la région parisienne. C'est demain que nous saurons si Georges Ibrahim Abdallah accepte de comparaître ou s'il entend rester dans sa cellule de la prison. 48 heures après l'arrestation des 4 principaux responsables du mouvement Action Directe, 48 heures après le flot de félicitations unanimes, politiques ou syndicales, une polémique très vive s'est engagée. Le secrétaire général du RPR, Jacques Toubon, affirmant « Georges Best ne serait pas mort s'il n'avait pas été libéré ». Et Alain Peyrefitte dénonçant l'amnistie dont a bénéficié Jean-Marc Rouillant en 1981.
Alors cet après-midi, le président de la République n'a pas voulu laisser se développer une querelle partisane. M. Mitterrand ne cachait pas en Auvergne, dans le petit village de Vals sous Châteauneuf, dont il était l'invité, qu'il estimait à la limite de la diffamation les propos du RPR et que pour lui, c'était de la petite politique basse et sale. Reportage Dominique Lory, Jacques Aubertin. Je répète donc que songer tout aussitôt à lancer des polémiques bassement politicienne. C'est une extrême légèreté, meilleure hypothèse, ou une extrême indignité. Tout terroriste doit être puni. Que de fois l'ai-je répété, il ne peut pas y avoir de compromis avec le terrorisme. C'est pourquoi je n'ai jamais gracié de terroristes. Contrairement à ce qu'on laisse entendre, et il m'a fallu parfois refuser de gracier aux demandes qui m'étaient faites. Il faut donc être équitable quand on prononce des jugements. Il faut se garder de préférer la passion politicienne. Il vaut mieux renoncer à la calomnie si l'on veut servir le pays. Pour mieux comprendre cette polémique, Hervé Brusini rappelle quel fut le sort de Jean-Marc Rouillant et de Nathalie Ménigon et dans quelles conditions précises l'amnistie présidentielle de 81 fut appliquée. Journal officiel, 4 août 81, publication de la loi d'amnistie. Une loi prise comme après chaque élection présidentielle. Cette fois, 6235 détenus bénéficient de la mesure. Cela va des contraventions aux condamnations à de faibles peines de prison. Sont également concernés ceux qui ont porté atteinte à la sûreté de l'État, mais sans blesser ni tuer. C'est le cas de Jean-Marc Rouillant, comme celui de nombreux Corses ou Guadeloupéens. À l'époque, Rouillant est connu pour être l'un des fondateurs d'Action Directe, un groupuscule apparu le 1er mai 79 en mitraillant les locaux du patronat français. Suivra une longue série d'attentats pendant 2 ans, des dégâts matériels, mais pas de victimes. Coup d'arrêt, le 13 septembre 80, rue Pergolèse, le couple Rouillant-Ménigon tombe dans une souricière. Nathalie Ménigon tire en direction des policiers, sans les atteindre. Et parce qu'elle a tiré, elle ne sera pas amnistiée. Pourtant, elle sera libérée en septembre 81, pour raison médicale. Ménigon avait entamé une grève de la faim, après la libération de son compagnon, 1 mois plus tôt. Les 4 chefs historiques d'Action Directe, Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon, Joël Aubron et Georges Cipriani, pourraient être tous transférés dans la soirée de Versailles à Paris. Ils ont été entendus par le juge chargé de l'enquête sur le meurtre du général Audran. À Paris, ce serait le dossier de l'assassinat de Georges Besse qui les attendrait. Thierry Calmette, à Versailles pour Antenne 2. Des silhouettes enfouies à l'arrière de voitures qui foncent, sirènes hurlantes. C'est la fin de 48 heures d'interrogatoire de 3 des terroristes d'Action Directe. Joël Aubron, Nathalie Ménigon et Georges Cipriani ont quitté le SRPJ de Versailles vers 18 heures. Jean-Marc Rouillant, lui, vient de partir le dernier, peu avant 20 heures. Désormais, c'est à Paris que les juges Villeminet et Rivière vont centraliser toutes les affaires Action Directe pour tenter de connaître la réalité sur le meurtre de Georges Besse, par exemple, sur la tentative d'assassinat d'Henri Blandin en juin 85, contrôleur des armées à Neuilly. Et aussi une série d'attentats commis entre 82 et 85 contre des entreprises travaillant pour la défense nationale ou le siège d'organismes liés à l'État. Le CNPF, l'aérospatiale, Dassault ou le ministère de la Coopération, par exemple. Ajoutons à cela des hold-up rebaptisés réappropriation prolétarienne par les terroristes. Ce soir, le noyau dur d'Action Directe reste fidèle à ses principes. Ils opposent un mutisme obstiné aux questions des enquêteurs. Toute cette journée sur la commune de Vitry-aux-Loges, dans le département du Loiret, gendarmes et policiers ont poursuivi leurs investigations en fouillant les environs de la ferme où était réfugié le groupe d'Action Directe. Les enquêteurs veulent ainsi compléter ce qu'ils ont déjà trouvé, à savoir 30 kilos d'explosifs, des armes, des documents et quelques témoignages. Reportage à Vitry-aux-Loges, Emmanuel Vanier, Dominique Thiel, Jean Corneille. Toute la journée, les fouilles et les perquisitions ont continué autour et dans la ferme, en présence de Jean-Marc Rouillant, le chef historique d'Action Directe. Après les armes et les explosifs, les policiers ont découvert 200 000 francs et des travelers chèques. Certains proviennent d'un hold-up commis récemment à Orléans. Un agriculteur de la région a été réquisitionné pour labourer le terrain autour de la maison. Des plongeurs ont rejoint les policiers. Leur mission, sonder le canal tout proche. 2 petites mares derrière la ferme vont être vidées
Ici, on recherche toujours très activement une éventuelle cache d'armes. Depuis ce matin, les enquêteurs interrogent tous les voisins. Leur but, déterminer les habitudes du couple Rouillant-Ménigon, analyser leurs allées et venues et identifier d'éventuels visiteurs. Mission difficile, les deux terroristes n'ont accueilli que très peu de monde à l'intérieur de leur ferme. C'était elle qui nous recevait et elle nous recevait toujours dans la pièce, dans l'entrée, quoi. On rentrait que dans la pièce, disons, salon, salle à manger, quoi. Dans l'entrée, quoi. Rouillant, lui, se montrait très discret. Il semblait toujours inquiet, ajoutent ses témoins. Les enquêteurs attendent aussi beaucoup du témoignage du propriétaire de cette maison, située à 200 mètres à peine de la ferme. On a eu beaucoup de soupçons. Il y a longtemps, hein, parce qu'on dit ces gens-là, ils vivent de quelque chose. Pour pas qu'ils travaillent dans la journée, il y a quand même quelque chose. Hein. On dit soit de la drogue, soit autre chose. Les enquêtes de voisinage, les fouilles à la recherche du moindre indice continueront demain. La planque tranquille, isolée, mais offrant plusieurs possibilités d'accès par la route et même par le canal d'Orléans, cette cachette presque idéale cache sans doute encore beaucoup d'informations sur les activités d'Action Directe. La Commission nationale de la communication et des libertés a choisi, comme on s'y attendait, le groupe conduit par Robert Hersant et Silvio Berlusconi. Le patron du Figaro et du premier groupe de presse français entre donc dans la PAF, le paysage audiovisuel français, associé à Berlusconi, mais aussi à Jérôme Sédou. Ces deux derniers avaient obtenu il y a plus d'un an la concession de la 5. Ils restent donc en place. Démarrage de cette nouvelle 5e chaîne le 1er mars. Commentaire Gaël Monlahuc. Boulevard Pereire, les studios sont prêts à fonctionner. C'est d'ici que la 5 nouvelle formule émettra de 5h à 3h du matin sans discontinuer. Des studios où la petite équipe sélectionnée par Robert Hersant a pu tester sa formule depuis plusieurs mois. Plateau et salle de rédaction, matériel sophistiqué, le plus moderne d'Europe, pour produire de l'information. 5 journaux par jour, des flashs toutes les heures. Une actualité en images, rapide, sans trop de commentaires. De l'info donc à l'antenne très rapidement. Mais sur la 5, les programmes ne vont pas changer radicalement du jour au lendemain. La nouvelle grille se mettra progressivement en place et sera fin prête début septembre. Il y aura toujours des films, des séries et des plages réservées pour les femmes, les enfants, des portraits de gagneurs, des documentaires. Silvio Berlusconi, associé à 25%, sera plus particulièrement chargé des programmes. Il co-dirigera la chaîne avec Robert Hersant, qui sera le PDG responsable de l'information. Lors des auditions, il s'était engagé sur le pluralisme. Le pluralisme s'inscrit de lui-même dans les nécessités commerciales de la chaîne, au-delà de la nécessité politique. Et je dois vous dire à ce sujet que notre choix a été fait de faire un tour de table pluraliste pour faire une télévision qui le soit. Même si ça ne m'empêche pas, par ailleurs, de faire des journaux qui épousent un point de vue particulier. 40 titres de journaux, le Figaro bien sûr, mais aussi France Soir, le Dauphiné Libéré, le Progrès de Lyon, l'Union de Reims. Robert Hersant contrôle près de 30% de la presse quotidienne d'information. Son groupe est le premier groupe de presse français. En devenant le nouveau propriétaire de la 5, Robert Hersant devient dans le domaine de la communication un des hommes les plus influents de France. L'attribution de la 5 à Robert Hersant est aussi un fait politique, car M. Robert Hersant est député et l'ancien ministre Jacques Lang a gagné son pari. Il avait en effet désigné à l'avance, dans un pli remis à un huissier, le nom de M. Hersant en dénonçant une parodie de démocratie. Au PS, on critique, au RPR, on se réjouit. M. Hersant a été désigné en fait par l'hôtel Matignon, par M. Chirac, qui renvoie l'ascenseur à M. Hersant pour les services rendus à la majorité. Donc la CNCL n'a joué le rôle que d'une chambre d'enregistrement. Et les auditions publiques auxquelles nous avons assisté la semaine dernière n'ont été qu'une parodie qui n'a trompé personne. Jamais procédure n'a été aussi transparente. La Commission nationale de la communication et des libertés a fait un appel de candidature. Des dossiers très complets ont été déposés. Il y a eu audience publique. Et tous les Français ont pu voir les 2 dossiers présentés à l'occasion de cette audience publique.
Alors Paul Amar, compte tenu de la personnalité politique de Robert Hersant, de son passé, avant même le 1er mars, avant même le début du programme de la 5e chaîne, il y a déjà une polémique politique. Oui, c'est vrai, et à défaut de connaître précisément le programme de la 5, on connaît au moins l'ambition de Robert Hersant, selon son bras droit Philippe Ramond, séduire 40 millions de téléspectateurs et égaler Antenne 2. Noble ambition et beau défi à relever pour nous-mêmes. Nous égaler, doit-on comprendre, nous ressembler en matière d'information, par exemple. La question n'est pas superflue si elle est posée par l'opposition et par une partie de la majorité. C'est parce que Robert Hersant n'est pas un patron de presse comme les autres. Vous l'avez dit, il est député, il a des convictions politiques précises, tout à fait légitimes, il appartient à la majorité qu'il soutient à l'Assemblée nationale par son vote, comme dans les journaux qu'il possède, le Figaro Magazine ou France Soir. Et c'est son droit. Robert Hersant n'est pas le seul en France à diriger une presse d'opinion. Le Matin ou l'Humanité exprime bien chaque jour le point de vue des socialistes ou des communistes. Mais à la différence du Matin ou de l'Humanité, Robert Hersant possédera désormais sa chaîne de télévision. Et si RH, comme on l'appelle, était tenté de faire de la 5 une chaîne engagée, il bouleverserait à coup sûr le paysage audiovisuel et susciterait un débat fracassant entre partisans et adversaires d'une télévision d'opinion. Un débat qui surprendra sûrement les téléspectateurs habitués et attachés à une télévision tout public, au pluriel, à une télévision qui ne favoriserait pas une famille politique. Robert Hersant le sait d'ailleurs fort bien, c'est la raison pour laquelle vous l'avez entendu, en patron avisé, qui veut gagner et des téléspectateurs et de l'argent, il a promis le pluralisme sur la 5. C'est là son premier succès, un succès de curiosité. Un peu plus tard dans la journée, la CNCL attribuait une concession de 10 ans à Métropole TV pour la 6e chaîne. Métropole TV, c'est le projet constitué par la compagnie luxembourgeoise de télévision et la lyonnaise des Eaux principalement. Groupe présidé par Jean Drucker. Les actuels actionnaires de TV6, dont Publicis et Énergie, devront donc repartir. Commentaire Henri Elie. L'information traitée autrement. Le vainqueur, le voici. Jean Drucker, jusqu'à ce jour président de Métropole TV, il se retrouve donc aujourd'hui à 42 ans à la tête de cette nouvelle entreprise. Les deux principaux partenaires, la Lyonnaise des Eaux, une société ayant elle-même son département audiovisuel, dont le patron, Jérôme Monod, est un ancien secrétaire général du RPR. Et surtout la CLT, la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, la grande perdante l'an passé pour l'attribution de la 5, face au tandem Berlusconi-Seydoux, elle a pour elle toute l'infrastructure de sa radio et de sa télévision. Deux partenaires de choc pour un PDG comblé. Je suis très heureux, je suis aussi fier parce que, comme vous le savez, la Commission avait à choisir entre 3 projets qui ont en commun d'être des projets de très bonne qualité. Et le fait d'être sorti vainqueur de cette compétition, dont je dirais qu'elle était assez sportive, me fait extrêmement plaisir, en particulier pour l'équipe qui, avec beaucoup d'enthousiasme, a travaillé à la mise au point de Métropole Télévision. Des films, des fictions, des séries, de l'information, des magazines, de la musique, toutes les musiques pour tous. Bref, une chaîne complète qui verra le jour, selon l'ex-PDG d'Antenne 2, Jean Drucker, dès le 1er mars. Et pour la reprise de TF1, la privatisation de la première chaîne, clôture du dépôt des dossiers de candidature ce soir à minuit. Francis Bouygues sera au rendez-vous et sans doute achète. Au Liban, la situation à Beyrouth-Ouest, dans les quartiers à majorité musulmane, était presque calme au lendemain de l'entrée des troupes syriennes. La capitale libanaise a été investie, le dispositif militaire syrien serait fort de 4000 soldats. Commentaire Philippe Gassot. L'armée syrienne s'est déployée dans tous les points sensibles de la zone ouest, en commençant par les quartiers chiites amis. Pour Damas, c'en est fini du règne des milices. Les colonnes d'Hafez el-Assad ont commencé par disposer des troupes d'abord sur la route qui dessert Damas par la montagne Druze. But de l'opération, garantir l'approvisionnement des 7000 hommes envoyés au Liban. Ensuite, les soldats se sont regroupés autour de l'aéroport de Khaldé avant d'occuper les carrefours stratégiques. Le centre-ville a été investi, la rue Amra ainsi que la tour Mour, une position chiite sur la ligne de démarcation. Les Syriens sont venus pour pacifier. Les miliciens de tous bords ont été prévenus, tout homme trouvé porteur d'une arme sera traité en ennemi. L'avertissement a été entendu, les différents groupes ont préféré rester invisibles. Walid Jumblat, le Druze, se déclare prêt à remettre toutes ses armes à la Syrie. Nabi Berri, le chiite, a du mal à cacher sa satisfaction de laisser sur le terrain des positions qu'il avait de plus en plus de mal à tenir. Le musulman Rachid Karameh, Premier ministre, estime que l'intervention est légale et légitime. Voilà pour les partisans de la paix syrienne. Contre, d'abord, le président Amin Gemayel. Il n'a pas été consulté. Pour lui, l'intervention est anticonstitutionnelle. Contre également
et menaçait les Palestiniens, les ennemis, et les Hezbollah qui deviennent encombrants pour la Syrie et les pays du Golfe. Vu d'Israël, l'arrivée des troupes syriennes dans le bourbier libanais est contemplée avec sérénité. Il n'y aura pas, pour le moment, d'intervention militaire. Retour à Moscou du dissident juif soviétique Yossif Begun. Yossif Begun avait été condamné en 1983 à 7 années de détention suivies de 5 ans de relégation pour agitation antisoviétique. À son arrivée à Moscou, il a été porté en triomphe. Commentaire Jean-Marc Ilouz. En arrivant en gare de Moscou, il porte encore son uniforme bleu de prisonnier, mais désormais Yossif Begun est libre. 3 ans et demi de détention dans des conditions souvent inhumaines, dit-il, n'ont décidément pas entamé sa détermination. Hier, une demande de visa pour Israël lui avait fait perdre son emploi d'ingénieur. Il était devenu professeur d'hébreu. Aujourd'hui, le dissident juif n'a pas renoncé ni aux droits de l'homme, ni au droit d'être juif en URSS, ni au droit d'émigrer. Pas renoncer non plus à réclamer la libération de son camarade de cellule, Mikhail Rivkin, 32 ans. Un commentaire aussi sur la nouvelle politique de M. Gorbatchev. C'est seulement à la longue que l'on pourra savoir si elle est sincère, a dit M. Begun, qui ignore encore s'il aura un jour son visa pour Israël. Accord hier soir entre dignitaires juifs et catholiques pour le déplacement du Carmel d'Auschwitz en dehors de l'enceinte de l'ancien camp de concentration où il était prévu. L'Église catholique polonaise renonce ainsi à poursuivre la construction du Carmel. La communauté juive internationale exprime sa satisfaction. En Afrique du Sud, le journaliste de l'agence France-Presse arrêté au Transkei, un État bantoustan autonome, a été libéré, mais les parents de Pierre-André Albertini, coopérant français détenu depuis le 23 octobre dernier, sont toujours à l'aéroport bloqué de Johannesburg. Accord hier soir sur les marchés d'échanges internationaux et au lendemain de cet accord, au lendemain de la réunion des ministres des Finances des 6 pays les plus riches à Paris, peu de variations ont été enregistrées. La monnaie américaine, le dollar, était en légère baisse de 6 francs 10 à 6 francs 0,8. C'était à la cotation à Paris aujourd'hui, 6 francs 10 à 6 francs 0,8, moins 2 centimes. Le ministre japonais des Finances, sans donner de détails, aujourd'hui à Tokyo, a révélé qu'il y avait bien un accord secret pour stabiliser les taux de change. Le président de la République, M. Mitterrand, se rendra à Rome mercredi prochain, visite prévue depuis 15 jours, mais qui permettra peut-être de clarifier les relations avec l'Italie après le refus de ce pays de participer à la réunion monétaire du week-end dernier à Paris. Cinéma, pour le 40e Festival international du film de Cannes, la direction du festival a choisi Yves Montand pour présider le jury. Peinture au Jardin du Luxembourg puis à Rome, exposition Subléras. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on déniche encore des génies méconnus dans l'histoire de la peinture. Subléras, c'était ce que l'on appelle maintenant un déraciné, un Français qui travaillait à Rome. Il faudrait expliquer pourquoi on est passé à côté de ce que certains qualifient déjà de très grande peinture. Reportage Pierre Champetier, Jean-Louis Boussert. Admirez donc mon boucher. Ce beau portrait faisait l'orgueil d'un riche collectionneur américain, jusqu'à ce qu'un œil averti eût reconnu dans ce boucher un Subléras. De dépit, notre collectionneur en fit don au Louvre. Il est vrai que Subléras, c'est un nom qui ne dit rien à personne. On peut dire que Subléras, finalement, c'est vous, parce que pour ce tableau, vous avez tout fait. Vous avez changé le propriétaire, vous avez changé le nom de l'auteur, vous avez changé le nom du modèle. Oui. Finalement, vous avez tout fait, sauf le peindre. Sauf le peindre. Et c'est absolument vrai que c'est quand même la chose la plus importante que d'avoir peint le tableau. Il ne faut pas oublier que les historiens d'art, selon le mot célèbre, sont par rapport aux œuvres d'art ce que les entomologistes sont par rapport aux papillons. Les artistes, ce sont les papillons. Nous ne sommes que les modestes entomologistes. Mais pourquoi cette passion? Pourquoi vous voulez relancer Subléras? Si c'était un grand peintre, on le saurait depuis le 18e. Ah non, ça c'est pas vrai. Ça, je dois dire que des grands artistes méconnus, il y en a toujours eu. Vermeer a été redécouvert au 19e siècle, Georges Latour l'a été au 20e, Lélenin a été complètement oublié. Pour vous, c'est une étoile de première grandeur? Pour moi, c'est un grand peintre. Je crois que c'est le plus grand peintre de Rome de la première moitié du 18e siècle. Je crois que c'est un des grands peintres français du 18e siècle. Il est né la même année que Chardin. Il y a chez lui ce même silence, ce même goût d'une très belle matière. Je ne pense pas que ce soit le
plus grand peintre de tous les temps. Je crois simplement que l'oubli dans lequel il est tombé est excessif et que ceux qui viendront voir l'exposition au Luxembourg auront une très grande surprise en découvrant à la fois ses grands tableaux religieux, aussi ses portraits, ses quelques nus, sa nature morte, ces quelques œuvres qui montrent que nous vivons trop, pour ce qui est du XVIIIe siècle, sur des idées que nous avons héritées du XIXe siècle et que nous n'avons pas assez regardé le XVIIIe siècle avec les yeux du XVIIIe siècle. Les Subléras du Louvre ont été achetés sous Louis XVI. Et pourquoi? C'est qu'on a bien compris que Subléras était une sorte de père spirituel de la période de la peinture néoclassique construite, très héroïque, très magnifique de David. On a un peu utilisé Subléras, qui était mort bien avant, puisqu'il est mort en 1749, pour s'en servir pour réhabiliter, ou du moins pour mettre à la mode la peinture néoclassique. Vous croyez que le public va le comprendre aujourd'hui? Eh bien, c'est sa dernière chance. Le chef-d'œuvre de Subléras représente le peintre dans son atelier, soumettant son œuvre à l'appréciation du public. Il serait temps de répondre à son attente. C'est au Jardin du Luxembourg. Et pour la météo, on y voit un peu plus clair, Laurent. Absolument. Demain, ce sera le jour de clarté entre deux grisailles. Mais il va falloir nous en profiter rapidement parce que déjà les nuages reviennent. Alors on va regarder l'image satellite. Là, c'est assez simple. Il restait quelques nuages aujourd'hui sur toute la moitié nord-est du pays, mais ces nuages vont s'éloigner vers l'est, c'est une première chose. Et puis des nuages, déjà, il y en a sur l'Atlantique. Et puis ces nuages vont donc avancer, mais ils vont avancer doucement parce que la présence d'un anticyclone sur l'Europe de l'Est va les bloquer. Alors entre ceux qui s'en vont et ceux qui arrivent lentement, il reste la place pour un petit peu de soleil. Un petit peu de soleil qu'on retrouve évidemment sur la carte du temps prévu pour demain. Avec le matin, du beau temps presque partout. Il paraît que les brumes qui se seront formées en fin de nuit se soient dissipées. Dans la journée, sur toute la moitié est du pays, du beau temps ensoleillé avec quelques petits nuages résiduels évidemment. Et puis dans l'après-midi, petit à petit, des nuages un petit peu plus nombreux de la Bretagne à l'Aquitaine et au Cotentin. Bretagne et Cotentin où il y aura quelques pluies dans l'après-midi ainsi que sur les pays de la Loire, alors que sur l'Aquitaine et sur le Languedoc-Roussillon, il y aura des nuages mais peu ou pas de précipitations. Les températures sont en légère hausse, c'est normal. De 3 à 8 degrés sur la moitié nord avec 6 degrés à Paris et 6 degrés à Lille. Et de 4-5 degrés dans le centre, 5 à Limoges par exemple, jusqu'à 10-12 degrés sur la moitié sud, 12 degrés à Nice, 12 degrés à Ajaccio. C'est encore dans le sud-est qu'il fait le plus beau. Notre agenda, demain sera le mardi 24 février. Le soleil se lèvera à 7h45, se couchera à 18h24. 4 minutes de soleil en plus. Ce sera la Saint-Modeste, alors restons-le. Oui, c'est une grande qualité. Merci beaucoup Laurent. Le dernier journal de la rédaction Antenne 2 vous sera présenté à 23h30 par Hervé Claude. À demain 20h. Bonsoir. Merci.